Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Je suis Mathilde, responsable contenu chez Accumanager et je suis accompagnée de Christophe, mon collègue, que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Christophe Natal. Je suis dans la société depuis approximativement 25 ans. Donc, j'ai commencé en tant que développeur chez Bureau Conseil et Services et puis j'ai migré aussi avec le poste de formateur et responsable projet et formation au sein de BCS, ce qui m'a permis d'accompagner bon nombre de nos clients dans l'implantation de leur GMAO. On va commencer avec une petite remise en contexte du sujet et ensuite on passera aux 6 points clés, au paramétrage clé pour une GMAO efficace dès le démarrage et ensuite on prendra le temps de répondre à vos questions. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui est souvent négligé alors qu'il conditionne en grande partie le succès d'un projet de GMAO, donc c'est le paramétrage. La maintenance, on le sait, c'est devenu un système en soi, elle est de plus en plus complexe et connectée. Elle est multisite, pluridisciplinaire, avec des intervenants externes, des sous-traitants, des clients qui ont des attentes toujours plus élevées et on est loin du modèle centralisé linéaire d'il y a 10 ans. Et dans ce contexte, un outil de gestion de maintenance, donc une GMAO, ne peut pas être rigide. Elle doit au contraire s'adapter à la diversité des usages, des profils, des processus. Et donc, c'est là que le paramétrage prend tout son sens. Il permet d'aligner le logiciel sur vos contraintes, sur le fonctionnement réel du terrain, plutôt que de forcer les équipes en fait à entrer dans un moule préconçu. Et donc, c'est ce que l'on propose aujourd'hui, c'est de voir comment poser les bons choix dès le départ. Tout ce qui fait d'un outil devient pertinent, fluide et durable dans son usage. Donc, en 20 minutes, on va explorer les fondamentaux d'un paramétrage qui va permettre d'éviter les erreurs, de structurer vos usages et donc de préparer l'outil pour évoluer dans le temps. Alors Christophe, j'ai une première question pour toi avant de passer au premier point. Donc comme tu l'as dit, tu accompagnes les clients depuis de nombreuses années maintenant. À quel moment le paramétrage devient-il stratégique dans un projet de GMAO et pourquoi est-ce que c'est important de poser les bases dès le début? Pour répondre clairement à la question, c'est stratégique le plus tôt possible, naturellement au sein du logiciel, parce que si vous ne paramétrez pas correctement votre GMAO, le principal retour négatif qu'il y aura, c'est un manque réel et concret de prise en main par les utilisateurs finaux. Et on sait toutes et tous, et si vous ne le savez pas, je réinsisterai sur ce point-là, c'est que pour avoir une bonne GMAO, c'est de pouvoir s'approprier le logiciel, voir les avantages d'un logiciel et de ne pas le voir comme une contrainte. Et tout logiciel non paramétré donne une multitude d'accès à l'information et trop d'informations tue l'information. D'où la nécessité effectivement de paramétrer cette application le plus rapidement possible. Merci. Et donc, on va pouvoir démarrer tout de suite avec le premier point clé, donc les écrans personnalisés. Christophe, pourquoi est-ce que c'est utile déjà d'avoir des écrans personnalisés en fonction des différents profils qu'on va retrouver sur le terrain? Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant en termes d'appropriation du logiciel. Ce qui est important, c'est bien de savoir que chaque utilisateur est différent. Chacun a son poste dans la société et chacun doit pouvoir avoir accès aux données dont il a besoin concrètement sur le terrain. C'est ce qu'on présente ici dans nos paramétrages d'écran et de menus personnalisés, c'est que chaque profil, que ce soit un technicien, un demandeur, un responsable maintenance, même un client, pourquoi pas pour ceux qui font de la prestation de service, eh bien, doivent avoir accès à certains points du logiciel. Pas trop d'informations, tout dépend le profil qui se connecte. Et tout ça, donc, est super important pour pouvoir avancer sereinement au sein de l'application. Il permet également, comme on le stipule ici, d'alléger l'interface au niveau du logiciel. Tout logiciel, finalement, qui est entre les mains des utilisateurs est brut de décoffrage, je vais dire, au moment de son acquisition et montre un accès général à l'application avec toutes les informations possibles et imaginables. Le but du paramétrage, naturellement, est de pouvoir cibler ce dont on a réellement besoin et masquer des zones, rendre d'autres zones obligatoires, ainsi de suite, pour son usage personnel. Parce que chaque client, chaque société est différente, chacun a son propre secteur d'activité et le paramétrage permet d'orienter au mieux l'application en fonction des différents secteurs d'activité. Et tu nous as préparé des petits exemples, je crois. Oui.
Ben, ici, par exemple, on va pouvoir voir, c'est des petits exemples qui permettent de mettre en lumière un peu le paramétrage, mais comme vous pouvez le constater, ici, nous avons fait un exemple d'un menu typique pour un responsable maintenance. Donc, ce qui nous permet d'accéder à l'information assez rapidement en un minimum de clics. C'est toujours ça le principe d'un logiciel ou d'une GMAO bien paramétrée. Donc ici, vous pouvez constater certains modules indicateurs avec, comme sur le smartphone, hein, c'est un peu la philosophie, avec des modules indicateurs qui nous spécifient, tiens, par exemple, ici, au niveau de nos demandes d'intervention, je peux accéder à mes demandes d'intervention, mais il y en a 4 qui sont en retard de prise en charge. Pour un responsable maintenant, c'est très rapide de le voir. On peut également inclure des modules dits de statistiques comme des dashboards. Autre exemple, par exemple ici, le menu technicien. Donc vous voyez, on est au sein de la même application, si ce n'est que cette fois-ci, on s'est connecté avec un profil technicien qui, lui, a accès à un écran beaucoup plus basique, mais orienté vers ses propres fonctionnalités. Il peut accéder au planning, aux ordres de travail, enfin bref, tout ce qui le concerne. Autre type d'interface également, c'est ce qu'on appelle l'interface graphique. C'est ce qui permet vraiment d'avoir un logiciel qui colle à notre société. Donc ici, par exemple, on a pris une image d'une ligne de production avec tous les noms qui la composent. Et ici, on met en évidence le fait que si on clique sur la fameuse fardeleuse, on a accès à bon nombre d'informations et de fonctionnalités qui ont été paramétrées manuellement par les personnes en charge du paramétrage du logiciel et qui permettent d'accéder directement à l'information voulue. Et donc, avec ces écrans et ces menus personnalisés, chacun de ces profils va gagner du temps dès sa connexion. Donc, c'est ce que tu disais, le but, c'est de pouvoir accéder à l'information en maximum de 3 clics, c'est ça? C'est ça. Et donc, avoir un bon affichage, c'est aussi pouvoir accéder aux bonnes informations en un clin d'œil. Et c'est là que les indicateurs et les tableaux de bord vont prendre tout leur sens au final. Tout à fait. C'est un facteur très important également. Donc, les tableaux de bord et indicateurs, comme on a pu le voir sur la dia précédente, les indicateurs permettent effectivement de pouvoir piloter le plus facilement possible sa maintenance. Enfin, quand je parle maintenance, mais de manière générale, piloter son logiciel et avoir des alertes en direct sur des éléments qui peuvent effectivement poser problème, donc pour pallier directement à ces informations. Est-ce qu'on peut adapter du coup ces dashboards en fonction des différents profils? Oui. Tout comme ce qu'on a vu dans le point précédent. Oui, tout à fait. Tout est entièrement paramétrable selon le profil, encore une fois, qui se connecte. Donc, des techniciens peuvent également avoir des dashboards ou des modules indicateurs. Tiens, voilà, X demandes d'intervention me sont assignées. Et parmi ces X demandes, autant sont en retard. Je peux l'avoir directement, visuellement parlant, sur mon écran, y accéder en un seul clic. En plus des demandes d'intervention, quelles autres données remontent généralement sur ces écrans? Toutes les informations que l'on désire. On a la gestion de stock, les alarmes de stock, par exemple, le fait qu'on doit recevoir des commandes, le fait qu'on est en retard de formation en interne ou de certification pour pouvoir aller travailler sur un chantier ou des choses pareilles. Voilà, c'est complètement libre et totalement paramétrable à 100%. Et donc, on a de nouveau quelques exemples. Donc ici, on vous a montré tout à l'heure effectivement le menu responsable maintenance qui était composé de plusieurs modules. Voilà ici, à titre d'exemple, une liste exhaustive de tous les indicateurs statistiques qui peuvent être utiles et nécessaires finalement pour construire notre tableau de bord. Les plus importants, c'est qu'on peut faire des analyses croisées comme dans Excel et les inclure directement sur un tableau de bord. Je peux faire des modules dashboard qui me permettent d'avoir des écrans graphiques avec des statistiques qui sont complètement dynamiques en fonction de l'utilisateur connecté. D'ailleurs, à ce sujet-là, je peux vous montrer même un petit exemple en live de la capture d'écran qu'on a eu tout à l'heure. Ici, je suis bien avec mon responsable maintenance qui est connecté sur son tableau de bord, donc sur son menu d'accueil qui a été entièrement fait sur mesure pour le responsable maintenance. Et ici, comme vous pouvez le constater, on peut jouer sur les statistiques
du menu qui interagissent directement en live en fonction des éléments sur lesquels on clique. Et donc, le responsable maintenance peut accéder directement à l'information voulue. Idem ici, je vous en touchais un mot précédemment, les demandes d'intervention. Si j'ai envie d'accéder aux demandes d'intervention, en un seul clic, j'ai accès à l'ensemble de mes demandes d'intervention. Mais plus précisément, si je viens ici sur le petit 4, d'ailleurs vous avez une petite information qui vous demande, qui vous dit, stipule que les demandes d'intervention sont en attente d'acceptation. Ah bien tiens, nous avons un indicateur orange, je clique dessus et il me fait le listing des 4 demandes d'intervention qui sont effectivement en demande d'attente d'acceptation. Comme vous pouvez le constater, ces écrans-là ne sont pas très coûteux en temps à faire. Il faut juste avoir les idées, effectivement, que pour pouvoir le faire. Et ça, chaque responsable, chaque technicien est bien placé pour savoir ce qu'il y a à faire parce qu'il modèle l'outil selon son besoin et on peut accéder donc très, très rapidement à cette information. Donc, les indicateurs sont un vrai atout pour piloter l'activité de manière générale, mais encore faut-il que chacun voit uniquement ce qui le concerne en fonction de ses besoins. Et c'est là qu'on a un autre levier clé du paramétrage qui entre en jeu, ce sont les droits d'accès. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement? Les droits d'accès sont un élément clé au niveau du paramétrage d'un logiciel, comme tout logiciel, peu importe que ce soit la GMAO ou tout autre logiciel. C'est absolument indispensable parce que ça se permet de sécuriser les données et l'accès à la donnée. Alors, que ce soit en termes de visualisation au niveau des données, en modification ou en création de données. Tout ça a énormément d'importance et tout ça peut se gérer par groupe d'utilisateurs. On peut aller plus finement, bien sûr, utilisateur par utilisateur, mais de manière générale, ça se passe souvent par groupe d'utilisateurs, comme par exemple un technicien qui se connecte et qui ne voit que les équipements qui le concernent pour prendre en charge une telle demande. Beaucoup de demandes nous sont faites également concernant la connexion des clients, par exemple, à la base de données GMAO de la société. Tout ça est également possible. On peut créer des profils propres à un client de client, on va dire, et qui n'a accès qu'à ses propres données uniquement en consultation afin d'avoir un suivi tout simplement de tout ce qui a pu être fait au cours du temps. On peut vraiment tout modeler pour limiter un maximum l'impact qui peut être néfaste par moment si on fait une erreur de manipulation, chose pareille. Donc, on évite la suppression des données malencontreuses, la modification de données malencontreuses. Enfin, bref, vous aurez compris que tout ça est vraiment indispensable. Et, quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit garder en tête quand on configure ces droits d'accès pour une équipe sur le terrain? C'est déjà de regrouper toutes les personnes nécessaires au paramétrage du logiciel. Alors, quand j'entends toutes les personnes nécessaires au paramétrage du logiciel, ce n'est pas concrètement, spécifiquement ceux qui vont réaliser le paramétrage, mais c'est ceux qui vont utiliser l'outil également. Et donc, il faut recenser un maximum d'informations pour que les personnes qui seront responsables du paramétrage puissent orienter l'application finement en fonction des besoins utilisateurs. Parce que comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, il faut absolument que l'utilisateur final puisse s'approprier le logiciel et qu'il n'y ait pas de contraintes d'utilisation. Et ça permet d'éviter les réticences aussi à l'utilisation du logiciel. Bien sûr, parce que plus un logiciel est compliqué, plus les gens trouveront des excuses pour pas l'utiliser. C'est pas le but non plus. On entend souvent le terme de flicage également. C'est pas le but non plus. Loin de là, un paramétrage simple et efficace qui permet d'avoir en finale un retour d'information constructif pour l'utilisateur final, eh bien, c'est complètement gagné pour une utilisation sereine du logiciel. On a aussi un menu à montrer. Voilà. Donc ici, juste à titre d'exemple, des captures d'écran du logiciel de GMAO montrant l'ensemble du paramétrage qui est disponible. On peut paramétrer les écrans, donc l'ergonomie des écrans pour pouvoir masquer des zones, des actions sur les écrans, des rapports imprimables. Souvent, il est demandé de pouvoir imprimer certains modèles de documents. On peut le faire par ici aussi. Les fameux modules statistiques que je vous ai présentés tout à l'heure et les fameux groupes et utilisateurs et critères de filtre pour avoir un accès restreint et sécurisé
à l'information. Oui, voilà, les groupes et utilisateurs. Ici, les groupes et utilisateurs, par exemple. Ici, on vous a présenté simplement sur l'écran en parallèle les deux écrans principaux où on a la possibilité de définir des groupes d'utilisateurs, un peu à la mode Windows, hein, si vous voulez, et les utilisateurs, donc les profils, les noms des personnes concrètement qui vont se connecter, qui sont rattachés à l'un de ces groupes. Et d'office, l'utilisateur prend les droits du groupe et n'aura accès à l'application qu'aux droits qui auront été définis. On a la gestion des droits et la simplification des écrans. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous expliquait un peu tout à l'heure, le fait de pouvoir ergonomiser les écrans et à pas avoir accès à un ensemble innombrable d'informations qui peuvent paraître inutiles pour certains utilisateurs. Eh bien, par l'intermédiaire de cet écran, on aura tout à fait la possibilité de pouvoir simplifier ces écrans et surtout gérer les droits d'accès. C'est surtout ça aussi qui est important. Ici, comme vous pouvez le constater, on fait un exemple sur l'écran des équipements, qui est quand même le b.a.-ba au niveau d'une GMAO. Comme vous pouvez le constater, le responsable maintenance qui est ici a tous les accès sur l'écran des équipements. Il peut y accéder, ajouter, modifier des équipements ou supprimer des équipements. A contrario, un technicien pourra avoir accès, ajouter, modifier, mais aucunement la possibilité de pouvoir supprimer un équipement. Et alors, un demandeur qui ne crée finalement que des demandes d'intervention, lui ne gère pas l'application, il n'a pas besoin d'accéder aux équipements, il va simplement les utiliser dans le déclaratif de sa demande d'intervention. C'est pour cette raison que lui, il a accès à rien du tout. Ici, je rentre plus en détail simplement pour vous montrer un exemple de paramétrage du contenu de l'écran, où là, pour notre groupe technicien, nous avons pris une zone en particulier dans l'écran, la zone constructeur pour être tout à fait précis. Et là, on a la main basse sur tout un ensemble de paramétrages qui nous permettent de rendre visible l'élément en question ou pas. Donc, il suffit de décocher la case pour le rendre non visible ou même, encore mieux, rendre certaines informations requises au niveau de l'écran, parce qu'il est peut-être indispensable que quand un technicien crée un équipement, il doit renseigner justement le constructeur et ne pas pouvoir enregistrer si ça n'a pas été renseigné. Voilà un exemple concret. Et en définitive, ça vous donne un aperçu de ce type-là. Donc, on vous a présenté tout simplement le rendu d'un même écran, mais pour un responsable, à contrario d'un technicien. Et donc ici, par exemple, comme on peut le constater, vous voyez qu'il y a quelques petites différences. On n'a pas été à fond dans le paramétrage, mais on voit déjà qu'il y a quelques nuances. Ici, le tag NFC RFID est disponible pour le responsable. Et le constructeur n'est pas obligatoire pour un responsable maintenance. Par contre, pour un technicien, on voit que ce fameux tag NFC RFID n'apparaît pas et le constructeur est absolument rendu requis. Donc, impossible d'enregistrer la fiche équipement sans l'avoir renseigné au préalable. On a aussi la restriction des données. Exactement, la restriction des données qui est un des points clés également en termes de sécurisation des données. La restriction des données, donc là, ici, on vous présente également la manière de pouvoir paramétrer cela. On est resté toujours dans notre canevas équipement pour être plus parlant. Encore une fois, je vois ma table équipement pour tous les profils possibles dans mon logiciel et on a pris la peine de paramétrer le groupe technicien, ce qui nous donne accès à un écran de ce type-là. Et donc, pour le technicien, dans la table des équipements, nous avons appliqué un critère de filtre qui stipule tout simplement ici, dans le cas présent, que le technicien ne peut voir que des équipements dont le numéro commence par COND. Et donc, en définitive, quand l'utilisateur se connecte, c'est ce qu'on vous présente ici, le responsable de maintenance voit tous les équipements possibles dans sa base de données, ce qui doit techniquement avoir accès à tout, tandis que mon technicien, avec les paramétrages que j'ai appliqués, ne voit que les équipements qui commencent par COND au niveau de son numéro. Donc, on a vraiment fait une restriction des données avec un moindre effort, encore une fois. Et donc, on peut vraiment affiner, comme tu l'as dit, qui accède à quoi et avec quel niveau de responsabilité. Mais au-delà de l'accès, il y a aussi un cheminement de l'information, des étapes à valider, des notifications, etc. Et c'est tout l'enjeu des workflows. Donc, un bon paramétrage de workflow, concrètement, qu'est-ce que ça va changer déjà dans le quotidien d'une équipe dans un premier temps? C'est vrai que c'est super important et c'est essentiellement ce qui est demandé effectivement d'un logiciel de GMAO, c'est que l'information,
transite de la manière la plus simple et efficace possible au sein de la société, sans pour autant que ce soit l'utilisateur qui doivent penser à tout ce qu'il doit faire justement. Il a déjà assez de faire ses interventions, son travail et de gérer. L'application est là pour effectivement le supporter et faire des tâches répétitives de manière automatique. Et c'est tout à fait le process workflow ici. Donc, pour traduire un peu la notion de workflow, c'est un ensemble d'étapes qu'on va suivre tout au long de la vie, par exemple ici, d'une demande d'intervention. Donc, on va créer cette demande, il y a des gens qui vont la valider, ça va créer un ordre de travail, il y a des gens qui vont aussi la valider, travailler dessus et la terminer, l'archiver. Et tout ça, c'est le process workflow que l'on décrit, qu'on va décrire un tout petit peu ici et qui permet tout simplement de mettre des droits à chacune de ces étapes parce que n'importe qui ne peut pas accepter n'importe quelle étape. Il y a des équipements qui sont beaucoup plus sécuritaires que d'autres, plus importants que d'autres. Il y a des coûts peut-être d'intervention qui peuvent être plus importants et ce n'est pas Pierre-Paul Jacques qui va pouvoir valider ces étapes s'il n'en a pas le droit. Et c'est tout l'intérêt justement de ces workflows. Les workflows jouent aussi un grand intérêt dans le cheminement de l'information, comme on disait, et on verra un peu plus tard qu'on peut envoyer des mails automatiques, par exemple, dès qu'on passe une étape. Donc, c'est très, très important à ce niveau-là. Et si l'organisation évolue, qu'il y a des changements, est-ce qu'on peut adapter ces workflows au fil du temps? Est-ce qu'on peut les changer? Tout à fait. C'est ça l'intérêt d'un logiciel paramétrable et hautement paramétrable, c'est qu'à tout moment, on peut revenir sur un paramétrage qui a été fait. Rien n'est gravé dans le marbre. Justement, comme tout est à portée de l'utilisateur final et pas codé brut de décoffrage dans le logiciel, eh bien, il y a moyen de l'adapter à n'importe quel moment. Ok. On a de nouveau des exemples. Oui, tout à fait. Donc ici, c'est vraiment à titre indicatif parce que la notion de workflow mériterait même tout un webinaire à lui tout seul. Mais ici, pour vous montrer un exemple concret, voici un workflow décrivant tout le cheminement d'une intervention, par exemple, en passant par la création de la demande d'intervention, l'ordre de travail, de sa création, jusqu'à son archivage. Et comme vous pouvez le constater, chacune de ces étapes, à l'exception de certaines en particulier, mais chacune de ces étapes peuvent être cochées ou décochées. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur de la notion importante d'étapes par lesquelles on devrait passer. Concrètement, si on a envie de passer par une seule étape, on pourrait passer par une seule étape. C'est ça le grand intérêt. Ici, moi, j'ai pris la peine de décrire l'étape 300, qui est une étape d'acceptation de la demande d'intervention. Donc, il faut se mettre un peu dans le contexte. Un demandeur a un problème, par exemple, sur une machine. Il crée sa demande, qui va l'accepter, qui va la prendre en charge, etc. C'est un peu la description qui est faite ici. On paramètre l'étape 300, donc on l'active. Et donc, cette étape, c'est un lien hypertexte qui nous donne accès à cet écran-là, parce qu'on rentre finement dans le paramétrage de notre étape 300. Et là, on peut dire à qui on demande l'accord de cette demande d'intervention. Là, moi, ici, j'ai coché simplement le groupe technicien et le groupe responsable maintenance, mais si le technicien n'avait pas le pouvoir d'accepter une demande d'intervention, mais uniquement le responsable, j'aurais tout simplement décoché la case à cocher ici. Vous voyez, donc c'est pour dire que tout ça est modelable, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et une fois que cette demande est acceptée ou refusée, parce que les deux sont tout à fait possibles, on peut constater ici qu'on a la possibilité d'envoyer des mails automatiques, un mail d'accord ou un mail de refus. Et à qui j'envoie ce mail? Eh bien ici, nous avons coché au demandeur qui a rédigé cette fameuse demande d'intervention. Et ces modèles de mail, ici, sont tout à fait paramétrables. Et personnalisables. Ouais. Et personnalisables, tout à fait. C'est ce que je présente ici. À titre d'exemple, encore une fois, le modèle de mail quitte ici. Pour notre fameuse étape 300, vous voyez, on a rédigé ici un texte. Votre demande d'intervention, avec des caractères un peu particuliers ici, qui sont balisés par les dièses, tout simplement parce que vous avez la possibilité également de paramétrer vos modèles de mail pour y inclure de manière automatique le numéro d'intervention sur laquelle on se trouve. Donc, on a vraiment des mails complètement dynamiques en fonction de l'étape, en fonction du contexte de l'intervention sur laquelle on se trouve. Et ce mail est envoyé automatiquement au demandeur. Donc, comme quoi, sa demande d'intervention portant le numéro un tel et concernant l'équipement qui porte ce nom-là
a été accepté par le service maintenance. Donc, il reçoit automatiquement un mail sans que quiconque fasse quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai vu ma demande, je l'accepte, les mails sont partis. De nouveau, maximum de 3 clics et on est bon. Exactement. Et ici même, concrètement, dans ce contexte-là, c'est un clic. Alors, ces workflows sont vraiment super utiles pour refléter au final le quotidien des équipes. Mais on a aussi les rapports. Donc, il y a le point suivant. Est-ce qu'on peut adapter ces rapports aux besoins de terrain sans leur compliquer la vie? Tout à fait. Bon, il y a encore les possibilités dans le logiciel de pouvoir imprimer, même si on tend de plus en plus naturellement à ne pas utiliser du papier, passer par la voie du numérique. Les deux sont tout à fait possibles via le paramétrage, encore une fois, mais on a la possibilité effectivement d'imprimer ce qu'on appelle des rapports, soit un bon de travail à destination du technicien pour aller faire son intervention, soit un rapport d'intervention complètement rempli avec les actions qui ont été opérées, pour envoyer ça, par exemple, à un client qui demande un compte-rendu d'intervention, par exemple. Alors, il est clair que tout logiciel de GMAO qui se respecte possède quelques rapports imprimables qui sont préformatés au niveau du logiciel, mais il ne faut pas se le cacher, ils correspondent rarement à 100% aux besoins des clients en termes d'impression, parce que chacun a sa propre politique au niveau des rapports, ses propres en-têtes, sa propre mise en page, et c'est ce que permet finalement le module générateur de rapports, c'est de pouvoir finalement même se calquer sur un standard déjà préexistant, le modeler à sa manière, l'enregistrer et l'utiliser dans le logiciel de manière complètement spécifique, si je peux utiliser ce terme-là. Et on a justement un exemple d'éditeur de rapport. Voilà, notre éditeur intégré qui se trouve dans le logiciel. Voilà un exemple à quoi ça peut ressembler au niveau de l'interface. Ici, ça paraît un peu hébraïque naturellement parce qu'on est en mode de design du rapport, mais il s'agit ici d'une impression de bon de commande avec l'entête, avec des informations supplémentaires qui se trouvent ici, avec tout le contenu de la commande et et les lignes de détail de la commande qui peuvent apparaître sur le rapport. Donc, des personnes demanderont un logo. On peut intégrer le logo ici. Ah, le logo ne me plaît pas à cet endroit-là. Moi, je préfère peut-être l'avoir en bas de page. Pourquoi pas? Eh bien, grâce à l'éditeur ici, nous pourrons tout simplement cliquer, glisser et déplacer les composants comme on le veut, masquer des zones. Enfin bref, vous aurez compris, un paramétrage 100% accessible à l'utilisateur. Est-ce qu'on a besoin de certaines notions pour mettre en place ces rapports personnalisés ou des compétences techniques? Tout dépend naturellement jusqu'à quel niveau on veut ergonomiser et modifier les rapports. Quand je vous parlais de déplacer des zones ou des choses comme ça, bien évidemment, il faut un tout petit peu de formation pour prendre en main l'outil comme n'importe quel autre outil, mais ça ne demande pas spécifiquement beaucoup de compétences techniques. Maintenant, naturellement, si on veut faire des rapports beaucoup plus sophistiqués qui interconnectent certaines tables pour aller rechercher un historique, pour avoir une fiche de vie d'un équipement, par exemple, avec l'ensemble des pièces détachées, l'ensemble des interventions et ainsi de suite. Ah oui, là, ça demande quand même un peu plus de connaissances sur lesquelles on peut former également, c'est pas un souci, mais c'est un peu plus touchy, on va dire, en termes de manipulation que simplement réorganiser des champs dans un rapport. Mais finalement, tout est possible. Mais tout est possible, tout est réalisable, ça ne pose aucun souci à ce niveau-là. Ok. Et donc, on en arrive au 6e et dernier point, l'importation des données via Excel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, tout à fait. Là, une des principales problématiques de mise en place également de GMAO au sein de sociétés qui n'en ont pas encore ou qui utilisent carrément un autre logiciel qui ne leur convient pas, c'est le fait de pouvoir alimenter sa nouvelle GMAO finalement avec l'ensemble des données qui sont déjà à leur disposition. Alors que ce soit des fichiers Excel ou des fichiers texte, peu importe, mais à partir du moment où vous avez cette structure de fichiers à plat qui recense toutes les informations possibles et imaginables que vous voulez récupérer dans le logiciel, eh bien, par l'importation des données, donc qui est aussi du paramétrage en tant que tel dans le logiciel, il est tout à fait possible de récupérer l'ensemble de ces données de manière massive
au sein de l'application. Et donc ça, c'est un moindre effort parce qu'effectivement, la crainte des utilisateurs, c'est de devoir passer par les écrans et encoder un à un les éléments. Non, il est tout à fait possible d'importer des données. Donc ici, à titre d'exemple, je peux vous montrer à quoi peut ressembler cette fameuse interface d'import. C'est un écran à part entière qui se déroule en 4 étapes. Donc ici, j'ai la possibilité d'importer des fichiers Excel ou des fichiers texte. Les rapports ici sont plus vus dans l'automatisation des interfaces, parce que c'est par cet outil-là également qu'on fait des interfaçages avec d'autres logiciels, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais ici, on se cantonnera certainement et essentiellement avec des fichiers Excel. Et vous pouvez créer tout un canevas d'import et le sauvegarder, de telle manière à pouvoir le rejouer plus tard de manière très, très rapide. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Je me suis prêté à l'exercice et j'ai créé un fichier Excel avec des nouveaux équipements. Et j'ai sauvegardé ma configuration. Donc ici, par exemple, je peux charger ma configuration pour importer de nouveaux équipements. Je fais suivant. L'utilitaire d'import me demande quel fichier Excel je veux importer. Donc là, j'irai sélectionner le fichier Excel que j'ai en ma possession. Je sélectionne la feuille où se trouvent les données et certains critères de paramétrage pour notre importation de données. La troisième étape, tout simplement, nous demandera dans quelle table du logiciel je veux importer mes données qui sont issues de mon fichier Excel, tout simplement. Et là, c'est le but. J'ai sélectionné moi la table des équipements. Et comme vous pouvez le constater, on ne va pas toutes les passer en revue, mais là, vous voyez défiler l'ensemble des informations relatives à un équipement. Certaines apparaissent en gras parce qu'elles sont obligatoires. Même si je ne l'ai pas dans mon fichier Excel, je peux imposer une valeur par défaut si je le désire. Et moi, dans mon fichier Excel, moi, je n'ai renseigné que 2 informations, mais je pourrais renseigner toutes les informations, bien évidemment. J'ai mis un nom d'équipement, un numéro d'équipement. Et en finale, je peux terminer. Et si tout se passe bien, espérons-le, eh bien, toutes les lignes de mon fichier Excel ont été importées avec succès. Ici, pour le coup, mes 4 nouveaux équipements ont été importés. Et s'il y a un souci, on le voit directement S'il y a un souci, on le voit. mis en évidence. Tout à fait. Voilà. Ici, il vous dira avec des lignes en orange s'il y a des alertes mais qui n'ont pas empêché la création, ou en rouge carrément parce que vous avez oublié quelque chose et l'enregistrement n'a pas pu être créé. Et il vous stipulera à quel niveau du fichier Excel, donc quelle ligne du fichier Excel pose problème avec un message clair et explicite en disant le numéro d'équipement n'est pas renseigné, par exemple. Donc finalement, on voit que tout est vraiment fait pour coller à chaque organisation aux besoins des utilisateurs. Et ce paramétrage, c'est ce qui va vraiment conditionner la réussite du projet sur le long terme. Si tu devais donner un dernier conseil à quelqu'un, à une équipe qui s'apprête à paramétrer sa GMAO, ça serait quoi? Et déjà, tu dis le bon conseil, c'est-à-dire qu'ils doivent s'apprêter et être prêts vraiment à 100% à devoir paramétrer une GMAO. Nous, la GMAO, on a créé certains profils qui sont pré-paramétrés avec les utilisations les plus communes pour chaque groupe, des techniciens, des responsables, etc. Et ce n'est pas forcément pour ça que ça colle à l'utilisation de chacun des utilisateurs. Mais il faut vraiment se mettre autour de la table et parler concrètement de qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que je n'autorise pas, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je ne peux pas voir, et ce, en le spécifiant profil par profil. Après, je penserai aussi au cheminement de l'information, comme on disait. Tiens, quels sont les process qu'on a chez nous? Je veux pouvoir les retranscrire dans le logiciel pour m'éviter la paperasse. J'ai fini mon intervention, je rédige un mail, ah oui, à qui je dois encore envoyer? Au responsable de l'équipement. Quel est ce responsable d'équipement? Non, c'est fini tout ça. Par le paramétrage, je renseigne, et par le workflow, ça envoie le mail automatiquement à la personne adéquate. Donc, mon conseil, c'est vraiment de se mettre autour d'une table et discuter concrètement, sans le logiciel, de qu'est-ce que je voudrais bien mettre en place et quelle sécurisation je veux apporter à mon logiciel. Et finalement, comme on disait tantôt, d'éviter les réticences au changement et à l'adoption et l'utilisation du logiciel, ce qui peut faire peur. Oui, tout à fait. Un logiciel bien paramétré, encore une fois, est un logiciel qui va être adapté à l'usage et adopté par les utilisateurs. Donc, c'est vraiment important parce qu'une GMAO qui capote,
c'est parce qu'elle n'est pas utilisée. Et pourquoi elle n'est pas utilisée? Généralement parce qu'elle est trop compliquée. Et pourquoi elle est trop compliquée? Parce qu'elle n'a pas été paramétrée. Merci Christophe. Alors avant de passer aux questions, on va juste conclure. Donc ce qu'on voulait vraiment faire passer comme message aujourd'hui, c'est que le paramétrage, c'est un moment clé, un point clé vraiment stratégique qui va conditionner, comme Christophe le disait, la façon dont votre GMAO sera perçu par vos équipes et utilisé. Et donc, quand le logiciel reflète vos processus, vos rôles, vos priorités de terrain, sans que vous ayez besoin de tordre vos habitudes pour rentrer dedans, alors ça devient vraiment un vrai levier, quoi. Et un outil qui est bien paramétré, c'est un outil qui s'intègre et surtout qui dure sur le long terme et qui peut évoluer forcément en même temps que votre organisation. C'est ce qui permet aussi de rendre les équipes autonomes, de fluidifier les échanges, la collaboration. Comme tu le disais tantôt aussi, d'éviter les erreurs et les pertes de temps liées à la saisie. Il y a des écrans qui sont surchargés ou pas très bien adaptés. Et donc, si vous devez vraiment retenir une seule chose, malgré toutes ces informations qui ont été données, c'est qu'un bon paramétrage, c'est vraiment ce qui va permettre à la GMAO de bien faire son travail et d'être adoptée, en fait. Donc, merci à tous et à toutes pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour en discuter, que ce soit maintenant ou même par email après notre webinaire. Merci à vous. On a une question qui était « Comment procéder pour commencer le paramétrage ?» Comment procéder? Comme je le spécifiais juste avant, déjà, c'est de bien identifier tous les intervenants qui vont utiliser le logiciel. C'est absolument primordial de savoir qui va accéder à un logiciel. Parce que sans savoir le qui, on ne peut pas créer les utilisateurs ni les groupes d'utilisateurs. Et ça, c'est le b.a.-ba déjà pour pouvoir se connecter au logiciel en toute sécurité. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde accède à tout et n'importe quoi et puisse faire n'importe quoi dans le logiciel. Alors, je ne remets pas en cause la confiance des utilisateurs qui est un atout absolument indispensable au sein d'une société, mais c'est pour éviter tout simplement certaines erreurs de manipulation qui peuvent être très vite faites et c'est totalement humain. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. La seconde, je dirais, c'est d'identifier un peu tous les process GMAO, parce que moi je suis plus spécialiste GMAO, mais tout logiciel en tant que tel, mais d'identifier vraiment tout le process que l'on veut au sein du logiciel. Tiens, quand je crée une demande d'intervention, est-ce que je dois prévenir quelqu'un par mail ou par téléphone, sauf que l'application ne va pas téléphoner à votre place, mais là, je parlerai plus du mail, mais est-ce que je dois prévenir quelqu'un, un responsable, mon directeur, mon responsable hiérarchique N+1 ou des choses pareilles, et de coucher tout ça sur papier. On n'a pas besoin de logiciel pour pouvoir imaginer tout ça, et c'est transposable à toutes les applications, quelle que soit l'application à laquelle vous êtes confronté. C'est ce qui permettra d'avancer sereinement dans l'établissement d'un paramétrage dont j'ai réellement besoin dans le logiciel. Et une fois que tout ça est clair et validé en interne dans la société, ce n'est que de la retranscription au sein du logiciel. Ça, c'est la meilleure des étapes ce sont les meilleures étapes à respecter pour pouvoir accéder à un paramétrage qui colle. Et puis, même si vous n'avez pas l'entièreté du paramétrage, comme on le disait tout à l'heure, tout est adaptable au fil du temps. Ce n'est pas parce que je me suis trompé à un endroit que je ne peux pas revenir en arrière, décocher une étape ou rajouter une étape. J'ai oublié de prévenir un tel. Je rajoute l'étape et le tour est joué. Et les prochaines interventions, elles feront leur rôle. Alors, une seconde question. Trop de finesse dans les paramètres de groupe ou profil n'est-il pas contre-productif pour la maintenance? Oui, et c'est une très très bonne question. Et c'est pour ça que je parlais justement avant de la confiance dans les utilisateurs. Effectivement, trop restreindre tue la restriction. Comme trop d'infos tue l'info, là, c'est exactement le même principe. Et c'est pour ça qu'un outil adaptable est super important pour l'utilisation quotidienne. Effectivement, si vous mettez trop de critères de restriction, ce qui arrivera très certainement, ça arrive très très souvent, surtout en maintenance, c'est que votre technicien revienne vers vous en disant exceptionnellement, je devais faire une demande d'intervention sur tel équipement, mais le paramétrage m'en empêche parce que je n'ai pas en temps normal accès à cette information. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de subterfuges, bien évidemment. On peut faire un profil technicien plus qui permettra éventuellement de pouvoir se reconnecter avec un autre profil.
Vous voyez bien que ça commence à devenir galère et contre-productif, effectivement. Donc, encore une fois, le principe de base est de bien mettre à plat les besoins du paramétrage qu'on doit faire au sein de l'application. Est-ce que moi, dans mon contexte et dans mon utilisation de tous les jours, j'ai besoin de restreindre l'information? Si oui, on le fera. Sinon, on ne le fait pas. Ou on le fait de manière un tout petit peu plus générique pour pallier à certaines exceptions. Donc, c'est vraiment une phase vitale dans la mise en place d'un projet, c'est de déjà coucher sur papier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Oui, non. Je peux simplifier des écrans, ça me suffit. Je peux faire des critères de pré-filtre. Attention, j'insiste bien sur pré-filtre, c'est-à-dire que ce n'est pas une restriction, mais je construis des écrans préfiltrés pour que les utilisateurs n'aient qu'à faire des sélections. Bah, tiens, je veux voir l'ensemble de mes visseuses, par exemple. Je sélectionne mon critère de filtre visseuse et boum, j'ai directement la liste de toutes mes visseuses. Mais je ne suis pas contraint à ne voir que mes visseuses. Je peux enlever l'écran de recherche, par exemple, et avoir accès à tous mes équipements. Pourquoi pas? Donc, c'est une excellente question et effectivement, elle mérite vraiment d'être tout à fait réfléchie dans la mise en place d'une GMAO. Alors, on avait la toute première question, donc comment procéder pour commencer ce paramétrage. On nous dit qu'en fait, c'est une question par rapport au LIMS. Mais si vous avez des questions par rapport au LIMS, on vous conseillerait peut-être de revenir vers nous par email, éventuellement, comme ça. Oui, bah, on peut toujours la lire. Hein. Si ça concerne typiquement du paramétrage propre à l'application, ça reste le même paramétrage qu'une GMAO. Hein. C'est juste le contenu des données qui est différent. Maintenant, si c'est d'ordre fonctionnel en termes de paramétrage, oui, effectivement, comme le dit Mathilde, mieux vaut revenir vers nous avec un petit mail et on vous répondra avec grand plaisir. En vue des synchronisations des calendriers, est-il possible que les interventions soient synchronisées entre le calendrier de l'outil et le calendrier Outlook des techniciens ou intervenants? Ça mérite beaucoup de modes d'explication, mais de manière relativement générale, il n'y a pas de synchronisation pure et dure entre notre logiciel et Outlook, enfin, dans le calendrier, j'entends. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes parce que on vous parlait de workflow tout à l'heure qui permettent d'envoyer des mails. Ces mails-là, on peut les paramétrer pour envoyer ce qu'on appelle une invitation, un meeting request pour les anglophiles. Et ce meeting request, cette invitation à un planning, on va dire, se concrétise réellement dans le calendrier Outlook de la personne qui reçoit ce mail. Par exemple, Mathilde m'a invité au webinaire, j'ai reçu un mail, eh bien, c'est arrivé dans mon planning Outlook parce qu'il y a un certain workflow qui dit j'ai ce fameux meeting request qui rentre. Maintenant, ce que vous mettez dans votre planning Outlook ne va pas se mettre dans le planning de la GMAO. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Par contre, il est tout à fait possible, là on dépasse le cadre du paramétrage, mais il est tout à fait possible de réaliser des interfaçages qui sont évalués sous devis, mais parce que ça, c'est vraiment du développement pur et dur, mais qui permettrait effectivement de pouvoir synchroniser des données dans les deux sens. Mais chaque logiciel pouvant être tellement différent, etc., on n'a pas beaucoup d'interfaces de ce type-là en standard tel quel dans l'application, mais elles sont réalisables sur mesure. Les écrans personnalisés, les écrans statistiques avec beaucoup d'informations disponibles n'augmentent-ils pas les temps de chargement des pages? Oui. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Tout écran qui possède plusieurs modules, naturellement, chaque module se charge. Maintenant, tout dépend encore une fois du module et de l'accès à l'information dont j'ai besoin. Il faut savoir que chacun des modules est préfiltré ou doit l'être en tout cas. Et ça fait partie du paramétrage également. Je n'ai pas accès à toutes les données à 100% depuis la création du logiciel de GMAO. Parce que celui qui travaille depuis 20 ans dans une GMAO, forcément, il va avoir des centaines de milliers d'enregistrements. Ce n'est pas le but non plus. Donc, on peut cibler sur des périodes glissantes dans le temps, par exemple 1 an glissant ou 2 ans ou à volonté, comme vous le voulez. Mais plus vous mettez d'informations qui doivent être chargées, plus le temps de chargement de la page va être augmenté. Et c'est là où le paramétrage
commence à devenir hyper important, c'est que c'est des paramétrages et j'essaye. Je vois ce que ça donne. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'en ai besoin tous les jours? Parce que si je n'en ai pas besoin tous les jours, plutôt que se faire un seul écran d'accueil avec 15 000 indicateurs, je me fais plusieurs écrans. Tiens, aujourd'hui, je voudrais bien voir où en sont mes commandes. Je fais un écran d'accueil exclusivement pour les commandes, avec un point d'accès sur mon écran principal où je n'ai qu'à faire un seul clic et j'arrive à mon écran des commandes qui ne charge que les commandes. Comme ça ne surcharge pas le premier écran qui chargerait en plus les commandes. Non, ce n'est pas nécessaire parce que j'en ai pas besoin tous les jours. Et bien, comme ça, j'optimise encore une fois mon logiciel de Gmao. Si on met plus de filtres, ça devrait optimiser le chargement. Si vous mettez des filtres, chaque écran est filtré à la source. Et ce n'est même pas des écrans. Là, on parle vraiment des données, des tables. Donc, l'utilitaire filtre que je vous ai montré, c'est pas que je paramètre l'écran pour ne voir que certains enregistrements, c'est que je paramètre carrément la table qui, d'entrée de jeu, avant même le chargement de l'écran, préfiltre les données. Alors, humainement parlant, vous n'allez pas voir fondamentalement la différence. Si vous avez un serveur qui héberge l'application qui tourne suffisamment correctement que pour pouvoir brasser un bon nombre de données, le sentiment visuel sur l'utilisateur final, il ne va pas être faramineux, mais on va quand même sentir effectivement la différence. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Ce qui a beaucoup d'importance ou d'incidence, par exemple, je ne vous l'ai pas montré parce qu'on pourrait, je vous dis, s'éparpiller dans le paramétrage de manière assez impressionnante, c'est que tous nos écrans de recherche, par exemple, dans l'application, on peut jouer sur le nombre d'enregistrements qui sont visualisables en un seul coup. Et j'ai déjà vu souvent des utilisateurs qui mettaient 100, 200, 300 enregistrements pour pouvoir naviguer avec la roulette de la souris. Cette technique-là est coûteuse au niveau d'un logiciel parce que chaque ligne doit être chargée et tout dépend. Les colonnes qui sont affichées également, il y en a des plus coûteuses que d'autres. Donc, si vous affichez 200 lignes en même temps, vous allez avoir ce sentiment de « ça rame ». Tandis que si vous l'optimisez avec les ressources que vous avez chez vous et que vous mettez 15, 20, 30 enregistrements et que vous utilisez les critères de filtre comme on doit l'utiliser de manière naturelle, eh bien vous aurez une Gmao beaucoup plus souple. Et encore une fois, qui dit Gmao beaucoup plus souple, dit elle est adoptée plus facilement par les utilisateurs. Oui, exactement. On vous remercie pour votre participation. Vous pouvez contacter notre équipe à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous pour votre participation. C'est toujours un plaisir de mettre en avant certaines choses qui peuvent éventuellement vous être utiles. Au revoir.